Et on va mettre de chaque. Venez là. Ici. Et moi, je vais mettre là. Voilà. On est éblouis. Ben, c'est une séance qui aurait pu être triste et angoissée. Et là, on est heureux. On est heureux parce que Boualem Sansal est libre. Il est à Paris. Il a un passeport français. Et il est en parfaite condition intellectuelle, prêt à écrire à nouveau. Donc, reconnaissons la fête quand elle existe, parce que ça n'arrive pas si souvent, et parce qu'on a souvent désespéré pendant cette année. Et je voudrais que chacun des participants, excusez-moi, je n'utilise que le nom, j'allais dire, de grammaire légale, je ne fais pas les féminins. Je voudrais que chacun des participants nous dise qui il est. Alors, à ma droite, il y a la fille, une des deux filles de Boualem Sansal, qui s'appelle Sabeha Sansal. Et dont la langue maternelle, ça va vous étonner, est le tchèque. Donc, elle ne parle couramment ni arabe ni français. Je parlerai particulièrement lentement voilà. Et puis on écoutera et on traduira ce qu'elle nous dira. À ma gauche, un personnage essentiel dans la libération de Boualem Sansal, la présidente de son comité de soutien. Qui êtes-vous? Noël Lenoir. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, déjà définir ce comité de soutien? Alors, le comité de soutien est un organisme tout à fait unique en son genre parmi les comités de soutien. D'abord parce qu'il comporte aujourd'hui encore 2000 membres. Et ce comité de soutien a pour seconde caractéristique d'avoir été formé en un temps record. Près d'un mois après l'incarcération de Boualem, nous avons réuni à un théâtre à Paris, le Théâtre Libre, boulevard de Strasbourg, plus de 1000 personnes, 1200 personnes, qui ont constitué, disons, les fondateurs de ce comité de soutien. Et la troisième particularité, c'est que ce comité de soutien, évidemment, le groupe resserré de l'animation de ce comité, c'était 4-5 personnes, dont Kamel Benchek, qui a réalisé des prouesses, puisqu'il a fait nommer à l'unanimité du Parlement Boualem comme l'homme de l'année en Belgique, et d'autre part par l'Académie belge, comme un membre de l'Académie belge. Et donc il faut l'applaudir aussi. Mais ce comité de soutien avait aussi une particularité, c'est qu'il avait essentiellement parmi ses membres des politiques, des responsables politiques, de presque, alors je ne vais pas nommer, mais peut-être vous pourrez les désigner vous-même, la formation politique qui n'a pas souhaité nous rejoindre. On a eu presque tout l'échiquier politique, sauf un extrême, je vous laisse juger de quel côté. Et c'était quand même formidable, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, il y a eu beaucoup de répondants politiques, et pas seulement le comité de soutien à la société civile, ce qui me paraît tout à fait unique en son genre, et non seulement en France, mais dans le monde entier, sur tous les continents. Et puis enfin, on en parlera peut-être, il y a eu, puisque la France c'est un peu le village gaulois, il y a eu quelques petits problèmes, mais les problèmes se sont résolus d'eux-mêmes, parce que finalement, quelle que soit une forme légère d'exploitation politique, malheureusement, de ce dossier Boualem, il a été une légende formidable qui a ressoudé
beaucoup de courants de pensée en France. Et je remercie spécialement Paul Constant ce soir, mais je voudrais dire un mot, et j'en finis parce que je parle trop. François Bayrou est le seul Premier ministre qui nous a reçus à Matignon et qui nous a reçus pour un dialogue très long, pour essayer de nous aider, ce qu'il a fait, et je voudrais le remercier ici ce soir, enfin cet après-midi. Kamel Benchek, Noël Lenoir vous a présenté, elle vous a enlevé les mots de la bouche. Alors, comment vous présentez-vous, comment vous situez-vous par rapport à l'histoire ou à l'œuvre de Boualem Sansal? D'abord, je suis un ami de Boualem Sansal, je le connais depuis de nombreuses années. À chaque fois qu'il voyait, je ne peux pas aller en Algérie, mais à chaque fois qu'il venait en France, on se voyait, on mangeait ensemble, on se promenait. Et puis, lorsqu'il a été arrêté, on l'a su en quelques jours, 4 jours. Nous avons constitué le comité de soutien très très vite. Et puis, nous avons voyagé un peu partout pour plaider sa cause. Personnellement, je suis allé, Noël vient de le rappeler, de nombreuses fois en Belgique où j'ai réussi à ameuter le Parlement. Il a été, à l'unanimité, on a demandé sa libération dans une résolution au Parlement belge. Il a été élu membre de l'Académie royale de Belgique. Juste 2 jours après sa libération, je devais aller au Sénat belge pour prêcher sa cause. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et heureusement. Et puis, voilà, ce que Noël n'a pas dit, on vient de publier un livre qui s'appelle « Il est une fois », au présent et non pas au passé, « Il est une fois Boualem Sansal ». Très bien. Nous devions discourir sur le thème de la liberté de penser et d'écrire. C'est toujours très intéressant de savoir quel est le mot qui revient dans l'œuvre d'un écrivain. Et effectivement, le mot liberté revient et le mot vérité. Et ça, depuis le début de son œuvre. Ce que dit Boualem, c'est que non, nous n'allons pas dire nous, le pays où il vivait était un pays de mensonges. Et en permanence, cela revient, mais dès ses premiers livres jusqu'à la fin. Et évidemment, la liberté, puisque, comme il vous l'a dit, puisque vous l'avez rencontré, comme il vous l'a dit, c'est en prison, on ne peut pas écrire. Vous pourriez revenir sur ce qu'il vous a dit ? Oui, il ne peut pas écrire en prison. Non seulement il ne pouvait pas écrire, il n'avait pas de papier. On lui a donné un stylo, mais sans papier. Et ensuite, pendant un bon bout de temps, il était tout seul, isolé, à l'isolement. Ensuite, on lui a laissé vivre avec un compagnon de cellule qu'il appréciait, qui est un ancien policier d'ailleurs. Et le mot liberté revient souvent chez lui, mais pas seulement dans ses livres. Je veux dire, Boualem incarne ce mot-là. Moi, je le connais depuis de nombreuses années et je sais qu'à chaque fois que je lui demandais comment se fait-il qu'il n'ait pas peur de retourner en Algérie alors qu'il est un opposant notoire au pouvoir algérien, et en plus, tout le monde le sait, c'est un anti-islamiste forcené. Et il me dit, c'est autant mon pays que le leur et je ne vois pas pourquoi je vais avoir peur. Voilà. Et pour moi, c'est la représentation vivante du mot liberté. Est-ce que vous croyez que c'est pour cela qu'il a cette célébrité mondiale? Est-ce que vous croyez que là, nous avons un héros des temps modernes? Je ne dirais pas uniquement ça, c'est un très grand écrivain. Mais on va y venir au grand écrivain. Oui, c'est un très grand écrivain, mais c'est aussi, vous l'avez dit, un héros des temps modernes parce qu'il s'est opposé. Vivant en Algérie, les gens ne le savent pas, mais il est né en Algérie, il a vécu jusqu'à son arrestation en Algérie. Les gens me disent, pourquoi il est retourné en Algérie? Il n'est pas retourné en Algérie, il a toujours été en Algérie. Il a toujours vécu dans une ville qui est située à une 50aine de kilomètres d'Alger, qui s'appelle Boumerdès, où j'allais le rejoindre à l'époque où j'allais en Algérie. Ce qui me perturbait, c'est qu'il défiait non seulement
la dictature, mais il défiait les islamistes. Et quand j'allais le voir, soit à Alger, soit à Boumerdès, on se promenait et il n'avait pas conscience qu'il était une cible. Et à chaque fois, j'attirais son attention, mais tu n'as pas peur, Boualem? Non, j'ai pas peur. Pourquoi veux-tu que j'ai peur? Je fais uniquement mon devoir et je dis ce que la Constitution algérienne me permet. Et la Constitution algérienne parle, c'est une blague, mais on va le dire, de la liberté d'expression. Oui. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, vous avez passé très peu de temps avec votre père, uniquement dans votre enfance. Tous ces événements vous font revenir près de lui, mais vous étiez une petite fille quand vos parents se sont séparés. Ouais. Est-ce que vous avez quelques souvenirs d'enfance? Oui, bien sûr, parce que moi je ne le considère pas comme un écrivain politicien, parce que je le considère comme mon père. Oui. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. J'ai vécu quelques années avec lui. Après, nous sommes déménagés à la République tchèque. Oui. Mais j'ai des souvenirs avec lui. Chaque été, on a passé des vacances avec lui. Mais il n'était pas un écrivain à cette époque-là. Il était un directeur général d'une société informatique, Impet, j'espère, oui. Vous ne le savez peut-être pas. C'est comme ça que je le connais comme mon père. Alors, je ne peux pas dire grand-chose avec la situation politique de la France du tout, plutôt de l'Algérie, parce que après sa arrestation, j'ai essayé de communiquer avec le président Tebboune, sans réponse. Oui. Mais j'essaie aussi de communiquer avec le président Macron, le vôtre, sans réponse. Alors je le considère comme mon père et nous avons une très bonne relation entre nous. Oui. Et voilà, alors pour moi c'est... Est-ce que vous avez pu le lire dans une traduction tchèque? Ah oui, il est traduit. Oui, et vous avez pu le lire? Non, il faut que je le dise. Je ne lis pas assez livre. Ah oui, parce que... Oh, d'accord. Ouais, vous êtes présence physique. Je suis sa fille, mais ce n'est pas obligatoire de le lire. Vous le représentez. Noël Lenoir, quand même, Boualem Sansal a fait une très grande carrière de quoi? De haut fonctionnaire. Et il est resté de nombreuses années haut fonctionnaire dans un régime qui était déjà, qui était déjà, j'allais dire, défectueux. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment il a pu, à un moment, rester aussi longtemps? Alors d'abord, ce qui est très intéressant, à la fois dans la personnalité de Boualem Sansal, qui est extrêmement chaleureuse et très ouverte au monde, c'est que, alors que son œuvre, et on comprend pourquoi, est exploitée, voire même instrumentalisée politiquement, parce qu'il a pris une position très ferme contre les totalitarismes, qu'il s'agisse du totalitarisme politique, on pense au FLN, ou au totalitarisme religieux, on pense à l'islamisme, ça n'est pas un politique. Il n'est pas politique. Ce qui explique que, ayant fait une formation d'ingénieur au plus haut niveau en Algérie, eh bien, il a été, dans les postes les plus élevés, président de la société d'informatique la plus performante en Algérie, et puis ensuite directeur général de l'industrie, dans un pays où l'industrie, on pense surtout à la rente pétrolière, mais l'industrie de manière générale est le poumon de ce pays, et des revenus de ce pays. Donc ça n'est pas un politique. Simplement, moi je le compare beaucoup à Vassili Grossman, plus qu'à Solzhenitsyn. Parce que Vassili Grossman, pour ceux qui connaissent cet auteur russe, c'était un écrivain stalinien. C'était un écrivain, ce que n'était pas d'ailleurs Boualem jusqu'à la guerre civile, mais c'était quelqu'un qui était dans le rang.
Et puis, Vassili Grossman a été recruté comme reporter de guerre au moment de la Seconde Guerre mondiale, et il a vu en vrai ce que c'était que le terrorisme stalinien. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit, en comparant d'ailleurs le stalinisme et le nazisme. Et c'est pas tout à fait la même chose, mais Boualem aussi était un haut fonctionnaire qui ne se posait pas sans doute trop de problèmes politiques. C'est un humaniste, il ne parle pas arabe, il parle français, il est très courageux. Et quand il a ouvert les yeux sur ce que pouvait représenter l'alliance objective, actuelle d'ailleurs, entre le FLN, c'est-à-dire le marxisme dur, et l'islamisme, eh bien, il l'a écrit et il a découvert ses dons littéraires, mais évidemment avec un message politique, un message à la fois voltairien et un message de dissident, défenseur de la démocratie et adorateur de la culture française et de l'idée même qui est véhiculée par les Lumières, dont l'origine est française. Et donc, on l'a politisé un petit peu contre sa volonté. Si je pouvais revenir un instant sur la carrière de Boualem comme directeur au ministère de l'Industrie, il a été localisé, si je puis dire, par le Premier ministre de l'époque, parce que Boualem est non seulement ingénieur, comme vient de le dire Noël, mais il a un doctorat en économie. Oui. Et avant d'être célèbre, avant d'écrire son premier roman qui s'appelle Le Serment des barbares en 1999, il a écrit 2 autres livres en Algérie, dont un pour parler de la dette algérienne, la dette publique algérienne. Et c'est comme ça que le Premier ministre a lu ce livre et a fait appel à lui, alors qu'il était professeur à l'université de Boumerdès. Il l'a nommé directeur de l'industrie, mais il était rétif quand même, il ne voulait pas vraiment être au centre du pouvoir et directeur pour toute l'industrie algérienne, à tel point que, m'a-t-il raconté, il faisait exactement comme il voulait. Et comment il a été licencié, si je puis dire, du ministère, c'est qu'un jour, pendant le Ramadan, le ministre de l'Industrie a fait appel à ses directeurs pour une réunion et Boualem n'arrivait pas. Et le ministre s'est levé pour aller voir ce que Boualem faisait. Il frappe à la porte du bureau de Boualem, il ouvre et Boualem était en train de manger pendant le Ramadan. Voilà, ça c'est un trait de Boualem. C'est au centre du pouvoir algérien, manger pendant le Ramadan et leur dire voilà ce que je suis libre. Et provocateur. Oui. Hein, quand même. Oui. Je voudrais vous lire ce que l'éditeur personnel de Boualem Sansal dit des livres de Boualem Sansal. C'est une généralité. Pour ceux qui ne lisent pas, je dirais que les premiers livres, c'est-à-dire ceux du Quarto, cette collection qui recueille plusieurs livres, sont écrits dans une langue assez populaire et il arrive avec cette langue à devenir très très poétique. C'est-à-dire que c'est à la fois facile à lire et à la fois enchanteur. C'est-à-dire qu'on lit une sorte de réalité quotidienne avec des réactions de personnages totalement quotidiens, de la rue, des familles, etc. Et puis chaque fois, on est élevé sur une espèce de piste où la langue devient... sa pensée dépasse la langue et la langue accompagne la pensée, et c'est assez formidable. Les livres plus récents sont plus ténébreux, j'aime bien que oui, parce que je me lance quand même là dans des généralisations dangereuses. C'est le livre 2084. Oui, je regrette infiniment que l'Académie Goncourt ne l'ait pas, je vais revenir à ce que je dis, ne l'ait pas couronné. On était au musée du Bardo à Tunis, on était enfermés pour délibérer dans le musée du Bardo, et il y avait des trous
de Kalachnikov sur les étagères qui portaient les objets qui venaient de tant de Rome. Et on a délibéré au milieu de ça et on a oublié de mettre Boualem dans la dernière liste. Et c'était Bernard Pivot qui présidait et c'était un concours pour Boualem. Et Bernard Pivot a dit c'est voté, c'est voté. C'est pour ça que nous ne faisons plus maintenant de gestes courtois envers des écrivains pour assurer à un écrivain, je ne sais pas si le mot mérite est un bon mot, mais qui doit avoir le prix. Mais c'est une blessure. Et si l'Académie de Belgique l'a mis dans l'Académie de Belgique, moi j'aimerais que Boualem rejoigne l'Académie Goncourt. Voilà. Alors, peut-être on peut dire quand même que l'Académie française, Jean-Christophe Ruffin, membre éminent de l'Académie française, avait proposé qu'il soit élu. Ça n'a pas fonctionné parce que, évidemment, il y a toujours des débats. Malheureusement, pour des motifs d'ailleurs que je ne citerai pas parce que je ne les trouve pas extrêmement gratifiants pour l'Académie française, mais il a reçu le prix Cino del Duca, qui est le 3e prix en prestige du monde, qui va lui être remis. Et par conséquent, je trouve que les intellectuels, même les plus notabilisés, sans vouloir évidemment les qualifier, ont quand même reconnu qu'il y avait en Boualem quelque chose de tout à fait spécial qui dépasse simplement la littérature. Alors c'est déjà la littérature, je voudrais quand même, Paul Constant, puisque vous êtes un des fleurons de notre littérature française, c'est qu'on lui a reproché lors de son procès en appel, la présidente de la cour d'appel, lui a reproché de ne pas écrire des livres qui sont beaucoup plus, disons, louangeurs du gouvernement algérien, en prétendant qu'il n'aurait pas eu tous les problèmes qu'il a eus si il passait son temps à... Et ça s'appelle la censure. Le pouvoir algérien. Alors, il a répondu, mais Madame la Présidente, vous faites le procès de la littérature. Et j'ai trouvé que c'était très beau, parce que c'est vrai que la littérature, elle doit être déconnectée. Il y a une littérature engagée, la sienne est engagée, mais elle n'est pas politisée. Oui, elle est engagée contre le totalitarisme, et je pense qu'à cet égard, il mérite ce prix. Bon, cela dit, ce qu'on va lancer et relancer, c'est l'opération Je lis sans salle, qui a très bien marché dans à peu près 300 mairies de France, des petites et des plus grandes. Évidemment, puisqu'on est à Pau, ce serait formidable que le Je lis sans salle soit relayé maintenant qu'il est revenu. Peut-être qu'il viendra ici pour commenter ses ouvrages. Il viendra sûrement ici. Voilà ce que dit Jean-Marie Laclaftine. Dès son premier roman, Boualem Sansal a imposé la puissance d'une littérature écrite à la lumière des Lumières, portée par le miracle d'une langue réinventée. En Algérie, c'est Boualem qui écrit ça, nous sommes analphabètes trilingues. Nous avons perdu le français à cause de l'arabisation forcée. L'arabe est peu ou mal enseigné. Nous avons perdu le kabyle et nos langues ancestrales. Le seul langage qui reste à la plupart, c'est la violence. Le romancier, lui, dispose de la langue, cette langue exaltée, magnifiée par la solitude rougeoyante de la forge où se forment les phrases. Ah, c'est beau. Mais est-ce que je peux dire quelque chose même à l'oreille, c'est joli. Ah non, parce qu'on a dit déjà qu'il aimait beaucoup l'Algérie, mais quand j'ai vécu avec lui à sa maison en Malaise, il m'a demandé est-ce que je peux partir avec toi d'ici, de quitter l'Algérie, parce qu'il n'était pas content avec la vie en Algérie parce qu'on arrête d'enseigner les enfants de parler français. Ouais. Les fils fondamentalistes, comme on dit en français, ça a commencé en Égypte, oui. Ça venait en Algérie. Oui. C'était une époque très dure, je l'ai vécu avec lui. Oui. C'est-à-dire que l'arabisation est venue d'Égypte, oui. Et vous l'avez connue enfant, ça?
Comment? Vous avez connu enfant l'arabisation forcée, c'est-à-dire J'avais 16 ans, Non. 17 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai vécu, j'étais chez mon grand-père à Alger, la capitale. Et ils sont venus des hommes avec une barbe comme ça. Et ils sont descendus d'une voiture. Et ils ont tiré Ouais. Bon. comme ça. Et on ne pouvait pas sortir après le 21 heures. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes venu tchèque. Non, c'est pas pour ça, parce que j'étais j'étais jeune, je n'avais pas peur. Mais il fallait que je rentre à Prague, parce que c'est comme ça. bien. Mais je voulais dire que mon père aime beaucoup l'Algérie, Ouais. mais je me souviens de cette situation qu'il m'a dit, je veux quitter ce pays. Je quoi? Il voulait quitter le pays, Oui. mais il n'a pas fait. Ouais. Alors, Ouais, je voulais très juste bien. me dire ça parce que... Il y a le peuple algérien et il y a le régime algérien. Ah oui, Ça arrive ça. parfois dans certains il pays. le montre d'ailleurs très bien quand il dit c'est pas l'Algérie que j'attaque, C'est le régime. c'est un régime. C'est le régime, oui. C'est un Oui. régime. Voilà, très bien. Mais enfin, Boualem Sansal, c'est un écrivain, si vous êtes là, c'est que vous l'avez déjà lu, extraordinairement attachant, très particulier. Et puis, c'est un des rares écrivains qu'on est heureux de rencontrer après l'avoir lu, alors que d'habitude, on n'aime pas beaucoup ça, c'est-à-dire on s'est fait une image de l'écrivain, et puis on rencontre quelqu'un qui ne correspond pas à son livre, bon, c'est pas, ou l'inverse, on aime bien quelqu'un, et puis on lit le livre, on est déçu. Alors, j'ai reçu, moi, à Aix-en-Provence, Boualem Sansal, comme écrivain. Chaque fois qu'un de ses livres sortait, il était devenu un ami, un frère. Et je croyais avoir une relation privilégiée. Et j'ai appris, quand il a été incarcéré, que nous étions des milliers. À qui il n'a pas dit la même chose, mais ces milliers qui ont ressenti près de lui une gentillesse, une chaleur, un bonheur, une fusion. Je le dis à dessein, c'est le type avec qui on veut être frère. On veut un frère comme ça. On veut un père comme ça. C'est un délice et je vous garantis que vous allez au moins l'éprouver quand l'année dernière, avec Les idées mènent le monde, vous le recevrez. Oui, Boualem, à chaque fois, c'est un bonheur de le rencontrer et à chaque fois, ce sont les mêmes gestes, les mêmes bras ouverts, les mêmes embrassades. Alors qu'on s'est vu il y a 3 jours ou 4 jours, et contrairement à ce qu'on pense, Boualem n'est pas un roc, c'est pas le héros j'allais dire c'est un enfant. C'est vraiment un enfant. J'ai vécu avec lui des choses que peu de gens vivront avec lui, et pour cause. et je vais vous raconter une anecdote qui me fait rire, même si je l'ai racontée plusieurs fois. On a mangé un jour, un soir, on a mangé du côté de Saint-Germain-des-Prés, on a mangé des pizzas. Mais des pizzas énormes, vraiment ça débordait de tous côtés, on n'a pas pu terminer. Et puis on sort pour se promener un peu, on traverse la rue vers l'église de Saint-Germain-des-Prés et il court. Il me prend la main, il court et il me dit « Kamel, viens. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Mais regarde, des crêpes !» Vraiment, le ramadan c'est extraordinaire. À tenir. Et pour revenir à sa littérature, oui, vous le disiez tout à l'heure, ses premiers romans, on pouvait y pénétrer facilement, et puis les derniers, c'est de plus en plus ténébreux, de plus en plus sombre. Et là où on pénètre difficilement... Prophétique, et je dirais prophétique. Oui, tout à fait. Il y a le dernier train d'Erningen qui est très difficile à lire, puisque très très difficile, ce sont des histoires entre à chaque fois une mère et une fille, en Angleterre et en Allemagne, où bien sûr ils ne nomment pas les choses, on sent que c'est l'islamisme, le danger, mais ils ne le nomment pas. Et j'ai fait une recension, lorsque le roman est sorti, j'ai fait une recension, et il l'a lu dans les journaux,
Et il m'a écrit un mail magnifique en me disant « Je sais que ce roman est très difficile, mais tu l'as si bien compris. » Voilà, c'est extraordinaire. Moi, je voudrais reprendre un tout petit peu ce que vous disiez, Paul, sur le caractère prophétique. Oui. Parce que Boilem est quelqu'un de très généreux, de naturellement très généreux, avec lequel le courant passe. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un côté tragique par le message qu'il adresse principalement à la France et aux Français. C'est-à-dire que son message, c'est de dire que la France a inventé les Lumières, et d'ailleurs son dernier ouvrage, qui n'est pas un roman, mais qui est un ouvrage sur la langue française, puisqu'il dit le français, parlons-en, il considère que c'est la langue de la liberté, la langue de l'universel. Et la liberté au sens de respect de l'autre, parce que comme vous le savez, pour ceux qui ont fait un peu de droit, la liberté n'est ni générale ni absolue, et elle s'arrête là où commence la liberté d'autrui. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi, c'est pas la désobéissance civile, c'est la liberté au sens social et politique du terme, c'est-à-dire le respect de l'autre. Et il alerte quand même la France sur le danger de l'islamisation, d'où son instrumentalisation politique. Et il faut lire ce qu'il dit, parce qu'au-delà d'un grand écrivain, avec une sorte de faconde, parfois, un vocabulaire très riche, très redondant, pas savant, mais très riche, très truculent, en réalité, c'est aussi une sorte de récitant dans les tragédies antiques, en disant que si on ne veille pas à protéger ce trésor qu'est la culture française, la culture de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'il y a celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, et il y a le citoyen qui a rangé un peu ses croyances et sa religion dans sa vie privée et qui est capable de parler à tout le monde. Et je pense qu'il a senti cet enjeu-là, c'est la raison pour laquelle il est attaqué. Il est attaqué parce qu'il dit la vérité et parce qu'il alerte sur les dangers et qu'il est présenté comme extrême droite, harki, etc., tout ce que vous pouvez imaginer dans la presse algérienne. Donc pour nous, la défense de la littérature comme éveiller les consciences, c'était quelque chose d'impératif. Et c'est la raison pour laquelle on a eu tellement d'échos chez les politiques et aussi dans les médias qui nous ont accompagnés. Et chez les écrivains, parce que ce que vous disiez, Noël, c'est qu'il a bouleversé beaucoup les écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire que les écrivains qui sont dans une société devenue économique où on ne parle de leur roman que par les ventes, un tel a tant de ventes, un tel, voilà, brusquement, pas brusquement, il nous a donné une dignité. C'est la dignité de la littérature engagée, dont notre littérature n'est plus engagée. Notre littérature va au fil des modes, parce que c'est au fil des modes qu'on récupère le plus de lecteurs qui sont contents de voir affirmer ce qu'ils entendent partout parce que il ne faut pas croire que la lecture soit toujours de découvrir un autre univers. La plupart du temps, la lecture, c'est un ronronnement sur l'univers dans lequel on est. Et j'étais à l'Institut du monde arabe, où on a fait une réunion, et je me suis dit, au fond, il subit quelque chose, on ne savait pas où ça allait en être, mais il nous a tracé une nouvelle voie et surtout, il nous a redonné la dignité. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal ? Oui, il a ouvert une brèche, c'est une évidence. La première fois, je ne sais pas si vous avez lu Le village de l'Allemand, si vous ne l'avez pas vu. Il faudrait peut-être que vous nous expliquiez un peu votre lecture du livre. Oui, alors Le village de l'Allemand, c'est un livre qui a vraiment bouleversé ma conception des choses, puisque pour la première fois, je vois un écrivain qui met en parallèle le nazisme et l'islamisme. C'est extraordinaire. Deux idéologies extrémistes à n'en plus pouvoir. Et quand je l'ai lu, j'ai été bouleversé. Et quand je l'ai rencontré juste après ma lecture, je lui ai dit « Boilem, comment tu as pu imaginer une histoire pareille ?» Et il me dit « Mais j'ai rien imaginé. C'est une histoire vraie. Et en plus, qui s'est passé près de là où je suis né. »
C'est l'histoire d'un nazi, un officier nazi qui, après la débâcle, s'est enfui vers un pays arabe, la Syrie. Et lorsque la guerre de libération algérienne a éclaté en 1954, ils sont allés le chercher pour former les résistants algériens. Voilà. Non, et non, puis, non, je ne donne pas la fin. Et puis vous allez voir que il met en parallèle sur la même route deux voies, comme sur les rails, le nazisme et l'islamisme. Et c'est extraordinaire. Il faut avoir non seulement une imagination débordante, mais la plume. Quand on lit le village de l'Allemand, on est scotché. C'est Comme vous le savez, le fond et la forme marchent main dans la main. Tout. Tout comme ça. Alors qu'il a commencé à écrire à près de 60 ans, 55 ans. Son premier roman a été écrit à 55 ans et il l'a envoyé chez Gallimard, comme il ne savait pas que Gallimard était un des plus grands éditeurs au monde. Et puis, voilà, il aurait pu l'envoyer n'importe où, mais il s'est dit, allez, le premier que je trouve sur la liste, je lui envoie. Oui, je pense qu'à Camus aussi. Oui. Je voudrais recommander Vie et Destin, qui est à peu près l'équivalent, sauf que Le village de l'Allemand, c'est très facile à lire, c'est extrêmement court. Vie et Destin, nazisme, stalinisme, c'est beaucoup plus long. C'est un roman russe, d'un russe, mais c'est la même philosophie. Et je pense qu'il joue le même rôle dans l'histoire. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir ? Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir ? Alors, il y a l'avenir de Boilem, et il y a l'avenir des prophéties de Boilem. Oui. L'avenir de Boilem, je pense que j'ai rencontré pour la première fois il y a quelques jours, je pense qu'il est fatigué. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même été sonné et qui, comme nous d'ailleurs à la fin, je parle sous ton contrôle, ne pensait pas sortir vivant de cette prison. Il a 81 ans, il a eu un cancer, c'est public puisque lui-même l'indique, qui est soi-disant guéri, mais il a une petite santé, c'est quelqu'un de très mince, de très frêle. Et je pense qu'il était content, il nous a dit « Voyez combien je suis résilient, je ne m'imaginais pas être si résilient ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a dit dans la presse, à savoir qu'en prison, on ne se plaint pas entre détenus, mais qu'on pleure le soir dans sa cellule, on l'a compris. On a compris ce que ça voulait dire. Puisqu'il y a quand même plusieurs centaines de prisonniers d'opinion en Algérie aujourd'hui, des journalistes, des écrivains, des avocats, des prêtres, des pasteurs, des kabyles, tous ceux qui n'adhèrent pas totalement au régime actuel. Donc pour lui, je pense que le monde est différent aujourd'hui de ce qu'il était avant cette épreuve. Donc il traverse une épreuve. J'espère qu'il va retrouver sa liberté d'expression dont on lui a demandé d'user d'une manière atténuée. Pour quelques jours. Pour jusqu'au 3 décembre où on espère voir libérer un autre otage français en Algérie, un journaliste dont personne ne serait intéressé à lui si on n'avait pas milité pour la libération de Boilem. Pour l'avenir, est-ce que la France va se relever de sa crise, non seulement politique, mais profondément morale actuelle? Ça, c'est pas Boilem qui va le décider, mais c'est tous ceux qui sont ici réunis, que ce soit sur cette estrade ou dans la salle, et puis l'ensemble des Français. Et donc là, je pense que les alertes qu'il a lancées à travers ses ouvrages, non seulement sont justifiées, mais elles sont 3 millions de fois plus justifiées aujourd'hui que quand il a commencé à écrire. À mon avis, à mon humble avis, puisque j'use, moi, de ma liberté d'expression. Merci. Un dernier mot, c'est votre dernière chance. Qui veut un dernier mot? Nous avons 2 minutes 16. Ou alors je lis une petite chose? Oui. Le dernier mot, c'est que nous sommes heureux que Boilem soit de retour parmi nous, vivant, presque en bonne santé. Il le sera dans un avenir très proche. Et nous n'avons pas l'habitude de nous jeter des fleurs, mais Noël et moi, nous avons été à la pointe du combat. Nous avons
nous avons mené avec d'autres camarades ce comité de soutien. Et nous avons, maintenant que Boualem est parmi nous, nous sommes devenus une famille et nous n'arrêterons pas de sitôt ce que nous avons fait. Nous allons le continuer sous d'autres formes pour d'autres personnes. Il faut en finir avec ces barbares des temps obscurs, ces porteurs de ténèbres. La lumière n'est pas avec eux et les lendemains ne chantent jamais que pour les hommes libres. Voilà. Bravo.